on a du rouge Ah pour oui, oui. l'émission. Oui. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bienvenue à tous. L'émission Le Miroir aujourd'hui, ça va être une interview plutôt intime parce qu'on va parler d'une belle histoire, d'une histoire qui peut aussi être poignante. C'est celle de Irène. Irène, c'est une auteure, c'est une Rwandaise, oui, qui vit au Canada et elle est aussi auteure de ce livre L'improbable destin d'Irène. C'est le récit de la survivante du génocide contre les Tutsis de 1994 qu'elle est et aussi sa vie. On aura le temps d'en savoir un peu plus sur elle, mais aussi sur ce livre dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Sa vie est aussi, comment dire, digne d'un scénario de film parce que son amie très proche, Sylvie, l'a adoptée à l'âge de 33 ans. C'est dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Oui, je suis très, très contente de t'accueillir sur Je ce suis plateau. contente d'être ici. Oui, vous regardez de temps en temps la télévision rwandaise du Oui. Canada? Oui, mais bon, sur Internet. Sur Internet. C'est ça. Oui, heureusement qu'Internet est là maintenant. Oui, exact. Oui. Et vous avez, je le disais tout à l'heure, que vous avez ce destin fabuleux, Oui. une histoire qui est en même temps si belle, poignante à un moment, mais très belle, parce qu'à la fin, c'est l'histoire de survie, c'est l'histoire du succès, c'est l'histoire de la vie qui gagne contre la mort. Oui, Oui, et vous avez un peu, en quelque sorte, mis tout ça dans ce beau livre. Oui. Oui, L'improbable destin d'Irène, ce qui nous arrive ne définit pas ce que nous sommes. Exact. Et ça, ça m'a touchée. Ah oui. Absolument. Ouais. Oui. Alors, on a envie de commencer avec ce livre. Ce livre, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Comment est-ce que vous le décririez de vous-même et aussi pour le lecteur? Ce livre, c'est ma vie. Parce que, en fait, je partage ma vie dans le livre. Je partage mon expérience, je partage ma vie, je partage mes déceptions, je partage mes difficultés, mes épreuves et surtout la survie que j'imagine que je ne suis pas la seule qui a passé là-dedans, mais surtout c'est comment est-ce qu'on arrive au bout du tunnel. Donc c'est l'espoir que je partage dans ce livre. Oui, Ouais. absolument. Ouais. Et quel était, au-delà de vous, de ce que vous exprimez dedans, quelle était en quelque sorte l'attente envers le lecteur, celui qui va lire? Est-ce que vous disiez, j'aimerais bien produire ceci chez le lecteur? Oui, oui. En fait, ce que je voulais surtout, je pensais beaucoup à des personnes qui ont probablement eu les mêmes problèmes que moi ou les mêmes difficultés que moi. Et je me disais, il ne faut pas qu'ils abandonnent. Donc, je vais partager ça pour leur faire comprendre qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que demain, c'est le jour, mais après-demain, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Oui. Donc, pour moi, ce que je m'attendais envers le lecteur, c'est persévère. N'abandonne pas parce que tu ne sais pas du tout ce qui peut arriver dans quelques années. Donc, il faut toujours aller jusqu'au bout de notre vie et le finir, peu importe la façon que ça va être fini, mais il y a toujours des bonnes surprises, des mauvais, mais toujours des bonnes. Donc, pour moi, je voulais donner de l'espoir. J'espérais que certaines personnes vont le lire et ils vont trouver de la force de dire « OK, rien n'est perdu, je peux toujours continuer ». Ouais. D'accord. 25 ans plus tard, c'est là que le livre sort, parce que c'est sorti en début avril, Oui. en pleine commémoration des 25 ans du génocide. Pourquoi avoir attendu et pourquoi ce moment précis? En fait, je ne l'avais pas planifié. D'accord. C'est ça qui est intéressant. J'ai toujours pensé écrire, partager mon histoire parce que j'ai écrit avec Sonia Reid, c'est une auteure avec qui j'ai travaillé. Et, mais je ne savais pas quand, ni comment. Ça a été vraiment la vie, le hasard. Je l'ai rencontrée dans un restaurant où il n'y avait personne dedans. J'étais partie avec ma mère et Sylvie et on s'était assis, il n'y avait personne et elle est arrivée. On a commencé à discuter. Elle avait écrit 2 autres livres pour elle, La vie continue, sa vie, et un livre d'un homme d'affaires qui s'appelle Ashton Leblond à Québec. Et on parlait du fait qu'il avait écrit. Et là, ma mère l'a dit, Irène veut écrire. Et là, c'est l'année passée. Elle a dit, ah oui? Elle a dit, oui, elle a une belle histoire et elle a des choses à partager. Et Sonia, elle a commencé à me poser des questions. Et dès le lendemain, elle m'a appelée pour me dire, je suis prête, est-ce qu'on commence?
C'est vrai. Oui, et donc je n'avais pas planifié que c'est cette année que ça allait sortir. Wow. Et là, j'ai dit, ah oui. Maintenant, elle a dit oui, oui. Et elle m'a dit, mais j'ai même une maison d'édition qui est prête à travailler avec nous. J'ai dit, oh, OK. Wow. Donc, ça s'est fait toute seule. Et ça a juste tombé que 25 ans, le livre était prêt à sortir. Et je trouvais ça une bonne idée parce que je me suis dit, ah, enfin, je vais aussi sortir le livre parce qu'à la fin du livre, tu vois, je rends hommage à ma famille. Oui. Donc, je me suis dit, ben, c'est une belle façon que 25 ans, je puisse clôturer le tout et rendre hommage à ma famille en même temps dans le livre. Absolument. Ouais. Oui, et il y a... C'est un bel hasard. Oui, il y a, dans ce livre, il y a, au début, justement, tu parles de cette façon dont tu ne savais pas que tu allais parler de ton histoire. Oui. Non. Tu ne t'attendais pas à tant partager avec tout le monde. Non. Et même Sonia, quand vous écriviez, t'a posé quelques questions très simples comme qui tu es, où est chez toi. Oui. Tu n'arrivais pas à répondre à ce moment-là. Non, je n'étais pas capable de répondre parce que y a deux choses. De un, comme je l'écris dans le livre, je suis partie jeune. Oui. Après le génocide, j'ai vécu 4 ans au Rwanda. Oui. Après, je suis partie vivre au Canada. Oui. Et là, c'est une autre vie, il faut te trouver, il faut te chercher. Et je suis partie d'ici avec un traumatisme. Donc, ce que j'ai aimé ici au Rwanda, c'est que les gens qui sont restés ici, ils vont souvent sur les lieux et ils font les commémorations sur les places, ils partagent, ils parlent. Et dans mon cas, ce n'était pas le cas. J'étais loin, j'étais au Canada et j'étais un enfant troublé. Tu peux tu mon livre, tu vois que j'étais un enfant troublé, très traumatisé. Tout le monde va le dire. Donc, arrivé là-bas, j'ai essayé de combiner le tout, de combiner ma vie là-bas, de combiner... la nouvelle culture, la culture rwandaise que j'avais. Donc, d'essayer de tout faire et surpasser un traumatisme que, dont je n'acceptais pas que j'avais. Même si tout le monde le voyait autour de moi, pour moi, c'était non, je n'ai pas de traumatisme. De quoi vous parlez? Je vais bien. Je vais très bien. Donc, et puis, ça a été des difficultés, en difficulté, en difficulté, en difficulté, jusqu'à ce que je me dise, OK, je suis peut-être traumatisée finalement. Oui. Et d'accepter ça, ça a été le commencement d'un cheminement pour moi. Et j'ai commencé à poser des questions. Ils ont commencé à me dire à quel point je faisais des cauchemars quand j'étais jeune. Ils ont commencé à m'expliquer le traumatisme que j'avais, que je n'ai jamais voulu attendre. Et là, ça a commencé à être un chemin. Et après, quand j'ai commencé à traverser tout ça, à parler donc, je commençais à partager avec les gens autour de moi, à discuter avec eux, leur partager mon histoire. Et tout le monde disait, tu devrais écrire. Et je disais, ben, écrire quoi? Tu devrais partager parce que ton histoire peut aider beaucoup de gens. Et là, c'est là que j'étais surprise, justement, que là, finalement, il y a le livre. Il y a un livre. Oui. Et aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Oui. Et vous savez où est chez vous. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Qui j'étais, je ne savais pas. Oui. Parce que finalement, j'étais rwandaise, québécoise. Finalement, j'étais qui, je ne savais pas. Chez moi, c'est difficile à dire parce que chez nous, c'est ici, c'est au Rwanda. Oui. Donc, peu importe qu'on est à l'extérieur, chez nous, on a toujours le cœur vers le Rwanda, peu importe. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais à ce que je sais, c'est qu'on veut toujours un chez moi. Tu rencontres une culture qui est complètement différente de ce que tu connais. Donc, c'était difficile pour moi de me sentir un chez moi. C'était compliqué de dire, je vis ici. On dirait que je pense toujours, je repars vivre au Rwanda, je retourne chez moi. Donc, chez moi, c'était ici, même si je vivais là-bas. Donc, ça a été difficile d'identifier où chez moi, qui je suis, quelle est mon identité. Finalement. Et c'est ce que j'ai dû travailler pour connaître. Et à la fin, comme tu as vu dans le livre, j'ai dû répondre à ces questions qui m'ont été posées au début. Oui. Et justement, en parlant de cette relation avec le Rwanda, parce que pendant le génocide, vous aviez juste 8 ans. Oui. Et vous avez dû fuir avec votre petit frère. Vous avez vu votre maman tuée devant vos yeux. Et puis, à 12 ans, vous êtes parti au Canada et vous vouliez oublier avant tout. Ah oui. Est-ce que vous vouliez vraiment apparemment, quand je suis montée dans l'avion, tu sais, à l'époque, à l'aéroport, tu pouvais dire au revoir aux gens. Ils ont juste dit, tu t'es juste pas tourné. Tu as juste comme monté dans l'avion, tu n'as pas voulu regarder derrière. Oui. Pour moi, c'était oublié. Ça vous a pris des années de finalement vous dire, OK, j'ai quand même chez moi, il faut que je commence à regarder un peu en arrière. Tu ne peux pas avancer, en fait. C'est difficile. À l'école, tu as des problèmes, tu as des difficultés d'études, tu tombes dans la dépression. Même dans mon livre, j'en partage. Il y a même un moment, j'ai voulu m'enlever ma vie parce que pour moi, ça ne valait plus la peine. Donc, je voulais
en fait, moi, ce que je voulais, c'est oublier ce qui s'est passé. C'est oublier le Rwanda et oublier ce qui s'est passé. Surprise, je suis encore là et j'ai vraiment envie d'être au Rwanda. mais c'est ce que je pensais. C'était la solution pour moi. Et j'ai vécu là-dedans pendant des années. Alors, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas ça. C'est oublier, tu ne peux pas oublier. Mais comment alors vivre avec quelque chose que tu ne peux pas oublier? Et c'est ce que j'ai commencé à apprendre à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis ouvert aux gens, j'ai partagé avec les gens et j'ai découvert des gens formidables et qui m'ont porté l'amour, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé à en parler, à en discuter. Et finalement, ça me permet de sortir d'un traumatisme que ça faisait des années que je vivais dedans. Et c'est là que j'ai commencé. Et je ris parce que j'ai dit aux gens, j'ai envie de revenir vivre au Rwanda. Et je dis, ah oui? Parce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Et je leur dis, mais pour une fois, je me sens bien chez moi. Et même si je suis venue plusieurs fois en voyage, mais j'ai 2 semaines, pas une minute de plus, je repars. Et aujourd'hui, j'étais venue pour 3 semaines, j'ai prolongé encore presque un mois. Et j'étais impressionnée de voir comment, quand tu réussis à passer à travers un traumatisme, que, peu importe l'âge que tu l'as passé, tu finis par te sentir bien, peu importe tout ce que tu es finalement. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Wow, ça c'est un très beau message, je pense, pour tous ceux qui nous suivent et qui peuvent peut-être être en train de vivre un moment difficile ou même d'avoir vécu un truc difficile qui est encore lourd sur leur cœur. Bah, on peut se relever malgré tout et apprécier la vie à nouveau. Eh oui. C'est le plus difficile, mais ça se fait. et surtout, ce qui est encore plus impressionnant, c'est aussi quand même quelque chose que vous partagez avec plein d'autres Rwandais qui ont écrit, qui ont survécu le génocide et qui ont écrit qui se sont exprimés ou écrit sur le sujet. C'est cette humanité qui est restée malgré tout. Oui. Parce que maintenant, vous êtes infirmière de formation. Oui, vous avez Novo Soins qui est votre entreprise. Exactement. Et vous dites que vous soignez des gens bien, mais que vous soigneriez aussi des gens qui ont tué les vôtres. Oui. En fait, je me suis posé cette question. Et écoutez, tu passes par la colère, la dépression, la colère. Tu passes tu vis toutes sortes d'émotions. Tu te fâches contre les gens, mais après, comme dans le génocide, il y avait beaucoup de monde. Donc, sur qui tu vas te fâcher? Une gang de gens, tu ne sais pas les noms, la plupart, ou la plupart, tu connais les visages. Mais, je me suis dit, en fait, j'ai réalisé que je préférais ma vie que la leur. Je me disais, je ne pourrais jamais vivre avec une conscience comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais... Je ne vais pas rassembler à ces gens-là. Je ne vais pas rassembler à ce moment. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mieux faire ce que... En fait, c'est ça qu'on dit, ce que tu es. Je vais rester qui je suis. Donc, je ne le ferai. Parce que pour rien au monde, j'aimerais bien me trouver à leur place. Parce que leur conscience, je ne sais pas comment il est, mais je n'en veux pas, en fait. Oui. Donc, c'est beau. C'est quelque chose que vous évoquez aussi, quelque chose à propos de la victime. Être la victime, c'est mieux en quelque sorte qu'être le bourreau. Parce qu'après, c'est dur. Oui. Et dans l'introduction de cette émission, comme je vous l'ai dit, c'est un destin fabuleux aussi en même temps, parce que malgré toute cette tristesse et tout ce trauma, vous avez continué votre vie au Canada. Là-bas, vous avez rencontré des gens extraordinaires qui ont apporté beaucoup dans votre vie. Et une d'entre elles, qui s'appelle Sylvie Dallaire, vous êtes tellement proche qu'elle est devenue votre maman, littéralement, légalement. À 33 ans, elle vous a adopté. Exact. Mon Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, la plupart du temps, je dis, c'est parce que je suis tellement fine et tout. Mais non, c'est pas vrai. Je dis, je suis adorable, mais c'est pas vrai. Bon, oui, c'est incroyable. C'est pas quelque chose que je m'attendais exactement. Moi, j'étais à l'université, j'étais entrée dans mes difficultés, travail. Elle est venue où je vivais tout simplement. Et puis, à cette époque, je vivais avec les sœurs religieuses. Et une des sœurs m'aimait beaucoup. En fait, voilà, c'est ma grand-mère. Oui, elle, c'est la grand-mère. J'ai beaucoup de tantes, de grand-mères maintenant et tout ça. Et puis, la sœur a parlé de moi. Elle a dit qu'il y a une fille qu'elle aimait beaucoup et tout. Elle parlait de moi. Et à cette époque-là, je cherchais une bourse pour continuer mon université. Parce que c'était un peu difficile de travailler, d'aller à l'école. J'avais d'autres responsabilités. Et elle a dit, OK. Elle est venue me la présenter. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sylvie Dallaire. Et moi, je dis, ah bon, tu es dans la famille de Roméo Dallaire? Elle me dit non.
Et là, elle me raconte toujours, mais ta face, tu étais tellement déçue. Alors, je lui ai dit, mais t'es qui d'abord? Pourquoi est-ce qu'on vient me déranger alors que j'étais fatiguée? Et là, j'ai salué poliment, elle est partie. Mais elle a demandé de me revoir. Alors, elle est venue, elle s'est assise, elle a pris son temps, elle est venue, elle m'a demandé ma vie, c'est quoi, j'ai parlé de moi. Et comme j'étais à l'université déjà, et puis elle a accepté de payer mes frais scolaires universitaires. Et plus tard, elle est venue demander à Séréveline, j'aimerais bien être plus pour Irène. Je ne vais pas payer juste ses études, je voudrais tout simplement, je voudrais la connaître plus. Et à cette époque-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec elle? Parce qu'elle est, bon, différence d'âge, elle a quand même une vingtaine de plus. Et je me disais, mais je vais dire quoi? Je ne comprenais pas son intérêt envers moi. Mais comme elle faisait quelque chose de bien pour moi, j'ai accepté. Alors, elle a pris une routine de venir me chercher presque 2 semaines pour m'amener au restaurant, le même restaurant, tout le temps. Et elle a fini par m'inviter chez elle, me présenter sa famille. Et écoute, la relation a évolué pendant presque 7 ans. Wow. Et plus tard, c'est elle aussi, et ce qu'elle a réalisé, c'est que, bon, je me battais pour aller à l'école avec difficulté, mais elle a réalisé que j'avais un grand traumatisme. Et c'est souvent quelque chose que peut-être nous, on ne remarque pas, mais elle voyait, elle avait un bac en psychologie, puis notre administration, elle a réalisé que j'avais un gros traumatisme. Et elle essayait de travailler là-dessus. Elle m'a envoyé consulter des psychologues. Et elle a vraiment voulu comme travailler le côté psychologique et qu'au fait que j'ignorais. En fait, qu'on ignore, qu'on ne veut pas travailler, parce qu'on pense que si on le fait, on a une maladie mentale. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. C'est plutôt la santé mentale qui est différente. Donc, pendant des années, ça a été ça. Alors, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que tu es déjà retourné? Où est-ce que ça s'est passé? Je lui ai dit non. Elle a dit, tu n'as jamais retourné. Et elle trouvait que ça bloquait parce qu'elle me demandait de parler de ma mère. J'avais aucun souvenir. Elle me posait des questions, mais comment ça se fait? Est-ce que ta mère travaille? Je dis non, pourtant, elle était à la maison. Mais comment ça se fait que tu te rappelles de rien de côté de ta mère? Elle trouvait ça impressionnant. Donc, elle a décidé qu'on revenait au Rwanda. Elle m'a accompagnée. En 2015, on est venus ensemble. Et elle m'a... D'ailleurs, moi, je disais, je ne vais pas y aller, comme une petite fille. Mais elle m'a amenée sur où est-ce que ça s'est passé, où est-ce que j'ai vécu tout le génocide. On a retourné sur le lieu, sur l'endroit où est le fosse commune, où est-ce qu'on a enterré les gens. Et quand je suis arrivée là, j'ai réalisé quelque chose. C'est que pendant des années, la seule image que j'avais gardée de cet endroit-là, c'était pendant le génocide. Donc, les corps, la mort de ma famille. Et quand je suis arrivée sur place, c'était différent. Écoute, il y avait des maisons, c'était construit. Et ça a été un moment en fait, qui a changé ma vie. Parce que l'image que j'avais en 1994 n'était plus. Je venais de changer une image. Je venais de switcher. Parce que moi, en étant au Canada, j'avais la même image. Le souvenir de cet endroit-là, c'était 1994. Et en retournant sur place, j'ai réalisé que, OK, les choses ont changé. Donc, j'avais une nouvelle image, en fait, de ça. Ça a été un moment très, très difficile pour moi. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'armes. Tout le monde se mit à pleurer en même temps que moi. Mais ça a été vraiment une bonne thérapie aussi pour moi. Donc, elle a été là. Elle m'a accompagnée. Elle est venue ici, au Rwanda. Elle est venue 2 fois. Elle voulait venir une 3e fois. Elle aime le Rwanda. Et elle m'a soutenue, elle m'a accompagnée à chaque pas que je faisais, elle m'a accompagnée tout le temps. Et puis, l'année passée, en fait, elle a voulu que je sois son enfant, mais je ne savais pas qu'elle faisait les démarches. Parce qu'elle non plus, elle ignorait qu'elle pouvait adopter une adulte. En fait, moi aussi, je l'ignorais, je l'ai découvert. Et finalement, elle m'a annoncé, je commençais ma compagnie, elle m'a dit, si tu veux changer, je voulais voir si je pouvais utiliser mon nom rwandais parce que sur mes cartes d'affaires, où je rajoutais un nom pour avoir une carte d'affaires plus facile. Elle m'a dit, tu prends mon nom de famille? J'ai dit, non, je ne prends pas ton nom de famille. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle voulait m'adopter comme sa fille, légalement, au Canada. Et là, j'ai dit, mais attends, j'ai posé la question, j'ai dit, mais tu adoptes une adulte? C'est comme, pour moi, c'était impressionnant. Elle a dit, mais je ne sais pas, mais je suis en train de faire des démarches. Et oui, les choses font ce qu'ils font. Finalement, ça a marché. Il fallait passer devant un cours, devant le juge, et le juge écoute l'histoire. Mais ça fait 7 ans qu'on se connaît, ça fait 7 ans que j'étais dans la famille. Mais pour elle, qu'elle soit ma mère, c'était important. En fait, que légalement, je sois son enfant, c'était important. Et ce qui est impressionnant, que disait une histoire fabuleuse, c'est de dire, malgré, en fait, de tout, je trouve quelqu'un qui m'aime
comme sa propre fille. Oui. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que vraiment, ce n'est pas... Quand on entend l'adoption, on va penser que c'est juste l'adoption. Ah non, mais après, avec l'histoire, on comprend que c'était une relation mère-fille depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais je ne le savais pas, mais je l'ai découvert aussi. Oui. Je ne le savais pas, mais oui. C'est vraiment une belle très histoire, beau. mère et fille. C'est une belle histoire. Ouais. Et justement, ce jeune garçon, votre frère, Ignace, vous étiez en train de vivre le périple de 94 avec lui sur le dos, parce que votre mère vous l'a confié en vous disant « sauvez-vous ». Et vous vous expliquez que, en quelque sorte, cette relation avec votre nouvelle maman, Sylvie, a pu vous aider à avoir une meilleure relation avec Ignace, parce qu'avant c'était un peu mère-fils, alors que vous devriez être frère-sœur. Oui. En fait, je jouais un peu la mère pour lui. Aujourd'hui, si tu me reposes la question, j'aurais dit que ce n'était pas nécessaire, parce que déjà ici, on était dans la famille de mon oncle, même avant de partir, et donc lui, il avait déjà ce rôle. Mais pour moi, j'ai continué à vouloir le protéger constamment, à jouer ce rôle de protectrice. Et à chaque fois, c'est ce que je faisais. Et au point où lui, si je disais quelque chose, automatiquement, c'est comme si sa mère disait quelque chose. Alors, on a vécu comme ça pendant des années. Et puis, quand on est venu ici au Rwanda, Sylvie a dit, mais c'est pas normal. Tu n'es pas sa mère et c'est pas ta mère. Et la première réaction, c'était « mais non, je ne suis pas en train d'être sa mère ». Et chaque fois que je faisais des choses, elle me faisait réaliser « regarde, tu es en train de faire comme si tu es sa mère ». Et mon frère était comme « mais oui, c'est vrai ». En fait, ça a été drôle parce qu'au final, on a réussi à s'amuser comme frères et sœurs. Au début, quand je parlais à moi, c'est comme, tu sais, un enfant qui a peur de sa mère. Donc, chaque fois que je lui parlais, c'est pour le gronder, parce qu'il a fait des bêtises. C'est parce que lui, c'est parce qu'il avait besoin de quelque chose. Donc, on ne se parlait pas normalement comme frères et sœurs. Exactement. Je ne pouvais pas lui dire des choses, je ne pouvais pas se confier à moi. Et à chaque fois qu'on a fait, c'est comme... Qu'est-ce que j'ai encore fait? Peut-être lui, c'était ça la relation qu'on avait. Et là, ça nous a permis de réaliser que c'est ça la relation qu'on avait. Et c'est dommage parce que... je pense que c'est aussi quelque chose que vous partagez avec plein d'autres Rwandais qui ont dû prendre soin de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, ou même si vous avez des oncles ou autres familles qui les aident, se sont toujours sentis comme les responsables. Mais surtout quand tu es la plus vieille. Quand tu es la plus âgée. Et de là, ça prive aussi le petit frère et même la personne aînée, l'aîné, disons, le privilège et le bonheur d'avoir ce frère, cette sœur avec qui vous partagez tout, avec qui vous vous amusez juste. Et donc, c'est très beau quand même d'entendre que vous en êtes là aujourd'hui. Oui, on en est là. Et des fois, je me dis, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée, mais je suis bien contente. Parce que maintenant, il n'écoute plus. Non, il n'écoute plus. J'en étais sûre. Voilà, c'est impossible. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission tout à l'heure, qui sera un tic-tac. C'est une partie où on essaie de découvrir un peu aussi le côté humain de notre invité, des questions un peu, comment dire, légères. Mais avant, je me dis que s'il y a un message, peut-être, que vous auriez envie de transmettre tout de suite, ce serait lequel? En fait, c'est simple, c'est mon sous-titre du livre. Ce qui nous arrive ne définit pas ce que nous sommes. Quand on lit mon livre, on comprend que j'ai été beaucoup guidée par mes problèmes et tout ça. Et on oublie notre identité, qui nous sommes. Et c'est dommage, en fait. Parce qu'on est souvent plus que les problèmes qu'on vit. Alors, il y a une chose que j'ai réalisée dans la vie, c'est que, en fait, je ne suis même pas sûre, à moins que quelqu'un me le prouve, que sur Terre, tout le monde vit une vie paisible, tranquille. Tout le monde passe par des événements, tout le monde passe par des problèmes, mais l'important, ce n'est pas de passer là-dedans, c'est comment on en sort. Alors, il ne faut jamais que les problèmes nous définissent, il faut toujours qu'on soit authentique à nous-mêmes. Waouh, c'est un très beau message. Vous pouvez en lire plus sur l'improbable destin d'Irène, c'est ça le titre de son livre. Ce qui nous arrive ne définit pas ce que nous sommes. Vous pouvez retrouver ça sur Amazon. J'ai déjà vu que sur Amazon, il y en a et qu'il en reste quelques-uns. Donc il faut vite vous précipiter. Est-ce qu'il y en a à Kigali en copie physique? Pas encore. Pas encore. Mais je compte bien l'amener l'année prochaine. Oui, on a plein de bibliothèques maintenant ici. Donc exactement. Bon. Oui, on revient tout à l'heure avec le tic-tac. Nous sommes toujours dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui avec Irène Nilaoui-Zeye. C'est l'auteur de ce livre dont on parle aujourd'hui, L'improbable destin d'Irène. Ce qui nous arrive ne définit pas qui nous sommes.
C'est l'émission Le Miroir qui continue et nous sommes toujours avec notre invitée Irène. Et là, c'est le moment du tic-tac. On aura des petites questions pour en savoir un peu plus sur elle et sur son côté humain. Oui, parce que vous êtes aussi humaine. Mais oui. Absolument. Après toute l'histoire qu'on a racontée juste avant, je pense que les gens savent que vous êtes humaine, mais on a envie d'en savoir un peu plus sur votre quotidien. Okay. Oui, comme là tout de suite, quelle est votre chanson préférée actuellement? Est-ce que vous avez une chanson préférée? Reine de Dajou. C'est vrai? Ouais. Ah, Dajou, vous écoutez Dajou? Ah, j'adore Dajou. Enfin, il ne faut pas qu'il écoute trop, mais oui. Oui, faut pas trop non plus. Faut pas trop non plus. Mais oui. Oui, mais c'est un des artistes du moment. Ah oui, il chante super bien. Ouais, absolument. Et j'allais vous demander qu'est-ce que vous aimez porter, mais je vais juste vous demander, est-ce qu'on peut se lever là tout de suite? Comme ça, on montre ce que vous portez. Et aussi, il faudrait que les gens réalisent que c'est très rare que je trouve une invitée avec qui je peux me tenir debout. Maintenant, les gens savent que je suis super élancée que ce qu'ils voient à la télé. Donc, c'est-à-dire que vous êtes vraiment super élancée, vous aussi. Exact. Oui, et ça tombe bien pour cette magnifique tenue que vous portez. Ah oui, Made in Rwanda. Made in Rwanda. Par Patrick. Par Patrick. Oui. Inganda House, c'est ça, non? Oui. Il n'est pas très loin aujourd'hui. J'espère qu'il sera un de nos prochains invités. Ah oui. On va en parler après. Oui, donc je voulais absolument qu'on parle de ça et aussi qu'on porte du Made in Rwanda aujourd'hui sur le plateau. Même moi aussi, je porte du Made in Rwanda. Vraiment, j'adore. Donc, il a fait du beau travail. Portez du Made in Rwanda, là où vous vous trouvez. Oui. Et la deuxième question, lorsque vous êtes au Canada, quelle est cette nourriture du Rwanda qui vous manque? Écoute, c'est pas compliqué. Gitoki. C'est vrai? C'est les bananes cuites. Oui. Et puis, quand je suis arrivée, je l'ai mangé pendant une semaine. Et les gens me disent, tu vas tomber malade. Tous les jours pendant une semaine. Tous les jours pendant une semaine, je mangeais que ça. Jusqu'à ce qu'ils me disent, mais tu vas tomber malade. Oui. Je dis, mais attends, donc vraiment, là, les bananes cuites, c'est... C'est ton truc. En fait, il y en a là-bas, tu peux le trouver si tu cherches, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas comme ici. Ça peut venir du Congo, ça peut venir de l'Afrique, je ne sais pas où, mais... Quand je viens ici, pendant une semaine de temps, c'est la seule chose que je mange. D'accord. Maintenant, on sait ce qu'il faudra qu'on t'envoie si on veut t'envoyer quelque chose là-bas. Vraiment. Et comment décrirais-tu le week-end parfait pour toi? Ah, moi, c'est pas compliqué, c'est relaxé. C'est vrai? Eh oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Écoutez, un verre de vin, peu de musique, relax, pas de téléphone qui sonne. Oui, surtout pas. Surtout pas. Oui. Pas trop de bruit, juste m'asseoir sur une terrasse et juste relaxer. Oh mon Dieu. Ouais, ça, c'est... Ça me donne déjà le vibe d'un week-end sur la terrasse. Vraiment, vraiment. Ça, c'est le week-end parfait où je vais finir en me disant je me suis bien reposée et là, je peux recommencer la journée, la semaine. Oui, en forme. Et quel est ce dernier film qui vous a ému? Ah, ça va être compliqué. Parce que moi, j'écoute plus les films d'action. Ah ouais? Ouais. Donc, pas le temps des émotions en regardant les films. Écoute, la dernière fois, je pense que j'ai pleuré, c'est quand je regardais Titanic. Alors, mon Dieu! Ça doit faire vraiment longtemps. C'est en 98, en 97? Mais avant, même avant. C'est pas en 95? En 96? En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Moi, je l'ai vu. C'est quelque chose comme ça. Oui, Sinon, je supportais beaucoup sur les films d'action. Plus les films d'action. Exact. D'accord. Ouais. Je vois. Les films aussi de super-héros, vous suivez? Les Black Panther et autres? Attends, Black Panther, il faut en Wakanda parler. Forever. Oui, ça c'est... D'accord. C'est très intéressant. Oui, là, on est sur la même longueur d'onde. Oui, et si vous pouviez... on est dans une machine à voyager dans le temps, là, tout de suite. C'est parti. Et on est de retour. Vous pouvez parler à la Irène de 8 ans. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez, sachant ce que vous savez aujourd'hui? Bon courage. Bon courage. Je dirais bon courage, persévère. Oui. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Ouais. Et vous n'avez pas abandonné jusqu'à aujourd'hui? Non, ça ne fait pas partie de mon caractère. Oui, pas du tout, ça c'est sûr. Et on peut le retrouver dans ce super livre, L'improbable destin d'Irène. Ce qui nous arrive ne définit pas ce que nous sommes. C'est un super livre et on a passé un excellent moment avec vous sur ce plateau. Merci. Mais on ne va pas vous laisser partir sans répondre à notre question phare. Ah, OK. Oui, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de la télé. OK, la plus bizarre. Oui, ça s'appelle Le Miroir, notre émission. Donc, face à un miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime le plus, écoutez, j'aime mes seins.
C'est vrai? Oui, c'est ce que j'aime le plus sur moi. Oui. Vraiment. Heureusement que votre maman est canadienne, sinon ça aurait été un problème au Choquée? Rwanda. Je ne sais pas si ça aurait choqué, mais vous m'avez demandé ce que j'aime le plus. Oui, alors, et on adore l'honnêteté sur le miroir. Exactement. Oui. Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est mes pieds. Les Parce pieds? que j'ai des grands pieds. Oui. Comme tu as vu, je suis grande. Oui. Et c'est dur à trouver des chaussures que je veux. Ah, moi, c'est tu vrai. me comprends. Je comprends complètement. Donc, si je peux raccourcir un peu mes pieds pour trouver porter toutes les chaussures sortes que de je veux, chaussures, ça ouais. serait la meilleure chose. Ça vous arrive souvent d'aller acheter des chaussures, vous en voyez tellement de belles, mais aucune à votre size? Mais pire encore, je vois des chaussures et quand je vois un petit taille, je trouve qu'ils sont super belles. Oui. Et quand je prends ma taille, je dis, mais ils pas sont beau. moches. Donc, du coup, c'est pas drôle. Quand ça devient gros, c'est pas beau. Donc. Oui, ça, c'est des problèmes de gens élancés. Exact. Oui, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de chez nous. Aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, nous étions avec Irène. C'est l'auteur de ce livre, L'improbable destin d'Irène. Et il faut le retrouver sur Amazon pour le moment. Bientôt dans les librairies ici à Kigali. C'était une grande joie, vraiment. Merci. Continuez, sortez d'autres livres, continuez à faire de belles choses. Et je ne sais pas, j'ai un pressentiment que votre vie fera l'objet d'un film un jour. On me l'a proposé. C'est vrai? À suivre, oui. À suivre. À suivre. Ah, d'accord. À suivre. On a hâte. Moi, oui. quand j'ai entendu votre histoire, j'en étais émue. J'en avais les larmes aux yeux et j'avais honte. Mais même dans l'émission que j'ai faite, il en parle. Oui. Sur, Tout le monde en parle, il en parle. Oui. Il parle du fait que ça devrait être un film, effectivement. Ça devrait absolument Ouais, être un film. exactement. Eh bien, écoute, je le souhaite. Le message, je pourrais partager un peu plus Oui. aux gens que juste dans un livre. Parce que les gens, aujourd'hui aussi, les livres, c'est bien, mais ils sont plus ils voient plus visuels. Absolument. Donc, si ça peut se faire, je serais vraiment heureux de revenir et de raconter comment... Absolument. Alors, tous les réalisateurs qui nous suivent, c'est un clin d'œil pour vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Ciao.